Alors, arriver, il faut le dire pour les non-initiés, ce sont ceux qui ont la chance d'avoir le tampon d'arriver. Tamponné sur leur... Le tampon, mais on en a plein de tampons. Le dernier tampon, comment l'appelez-vous ? Non, c'est le carnet du pèlerin, on appelle ça un crédential ou une lettre de créance. À l'époque, le curé de votre paroisse vous recommandait. Maintenant, c'est simplement pour justifier que vous n'êtes pas quelqu'un qui vient faire du tourisme, par exemple dans le sud-ouest, et qui veut loger dans un gîte à 10 €. Voilà. Mais c'est plus maintenant le crédential, Alix, c'est plus... un peu la tradition ou un peu le folklore. Non, mais alors la crédentiale, je sais pas, parce qu'en Espagne c'est assez quand même codifié. La crédentiale, ce qui est drôle, c'est qu'on vous demande votre motivation. Moi, la toute première que j'ai eue, c'était à Saint-Jean-Pied-de-Port, à l'accueil du pèlerin, ou Bécassine. Moi, c'était vraiment Bécassine chez les pèlerins. Et on vous demande, c'est quoi votre motivation? Et je me souviens qu'il y en avait 4. Il y avait religieuse, spirituelle, c'est pas la même chose, culturelle et sportive. Il y avait 4 possibilités. Et il vous donnait, vous cochez celle que vous voulez, et la crédentiale vous donne, vous vous engagez à respecter certaines règles, justement, dans les refuges, à pas réveiller tout le monde, à être là, ça ferme les refuges à 10 h du soir, il faut dormir à partir de 10 h, il faut sortir à 6 h du matin pour pas encombrer les lieux. Il y a un certain nombre de règles, et de règles de politesse, de courtoisie à l'égard des autres pèlerins. Et voilà, et on vous tamponne, si vous voulez, chaque soir ou chaque après-midi. Moi, j'adorais les seaux, parce qu'en Espagne, ils sont ravissants, donc je me faisais tamponner dans le moindre bistrot. Et d'ailleurs, vous les avez... je les ai mis autour de mon livre, parce que c'est vraiment beau. Ça vous donne l'entrée dans les refuges qui sont à 3 € en Espagne, même pas, quelquefois moins. C'est un petit peu augmenté maintenant. Ouais, les refuges, là, c'était en 2007, la dernière fois que je l'ai fait. Et puis, c'est la trace que vous êtes passé pour arriver. Quand vous arrivez à Compostelle, vous montrez vos crédentials, et si vous avez fait, ce qui est un peu injuste, les 100 derniers kilomètres à pied, ou 200 en vélo, on vous donne la Compostela, qui est le diplôme de pèlerin, qui est l'attestation que vous êtes venu à Saint-Jacques pour motif de piété. Et c'est pareil, si vous remplissez, vous remplissez encore à nouveau vos motivations. On vous demande si c'est religieux ou spirituel, ça c'est mélangé, ou bien si c'est d'un autre ordre. Si c'est religieux ou spirituel, vous avez la Compostela. Si c'est d'un autre ordre, et j'ai marché avec des pèlerins qui étaient laïcs, on leur donne un autre diplôme, qui est joli d'ailleurs aussi, et qui est la preuve qu'ils sont allés à Compostelle et qui sont des pèlerins. Parce qu'à mon avis, il y a un travail de pèlerin. Ça vous a étonné, Alix de Saint-André, de croiser, François Lepère, même question, des personnes qui sont ce qu'Alix qualifie de laïcs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de motivation religieuse. Non, mais vous savez, jusqu'au dernier moment, on en parlait un peu avant l'émission, jusqu'au dernier moment dans la vie, vous pouvez changer votre cœur. C'est l'histoire du curé d'Ars qui vient, une dame vient le voir, son fils s'est suicidé, il s'est jeté en haut du pont, il n'était pas croyant. Et le curé d'Ars lui dit, mais attendez, vous savez pas ce qui s'est passé entre le haut du pont et le bas, et l'eau. Bon, après, chacun a sa vie, chacun gère sa vie. Heureusement qu'on croit pas à 15 ans aux mêmes choses qu'à 50 et qu'à 90. Voilà. Mais c'est vrai que, on va dire que les motivations des pèlerins, si elles devaient être que spirituelles ou religieuses, on se retrouverait 0,01%. Bon, heureusement que le chemin, vous savez, c'est la vie. C'est la stricte copie de votre vie de quartier. Il y a des gens super sympas, il y a des gens moyens, il y a des gens que vous allez fuir, il y a des gens qui ronflent. C'est dur de fuir. C'est très dur de fuir les autres. C'est la vie, mais on va tous quand même ensemble au même endroit. Oui, il y a un esprit de fraternisation et d'entraide, évidemment. On va revenir quelques siècles en arrière. Alix. Oui, je voulais dire, en Espagne, souvent, il y a des gens qui ont fait des vœux, par exemple. Ils font parce qu'ils vont sur le chemin, ils en repartent. C'est chez eux, en fait. Donc, ils en font des vœux. Et ils font des vœux pour quelqu'un qui est malade, moi, j'en ai vu un qui marchait pour les Mongoliens, par exemple, parce qu'il avait un voisin mongolien. Il s'était dit, le gosse, il pourra jamais aller à Saint-Jacques, je vais marcher pour les Mongoliens. Et il y a toujours un aspect spirituel. Il y a un aspect de recherche personnelle, de vœux, qui souvent est un vœu secret, et qui sera accompli en arrivant à Saint-Jacques. Et il y a un mystère de l'âme de chaque pèlerin, je pense, mais qui marche quand même pour quelque chose. On est dans le domaine de l'intime, donc les gens ils vous diront pas toujours exactement pourquoi ils marchent. Il y en a, ils ont perdu leur époux, leurs épouses, mais ils veulent pas le dire et voilà. Mais ils sont sur la route, ils en bavent et ils sont des pèlerins. Une expérience commune finalement avec une démarche profondément individuelle aussi. Jean-Marc Hoffmann, on va faire un petit flashback. On revient très en amont au moment de ce fameux Diego. Racontez-nous, Compostelle au XIe siècle, ça ressemblait à quoi? En fait, c'est une ville déjà qui a un fort caractère cosmopolite. Voilà, c'est un lieu où on peut accéder en tous les cas à la philosophie, un lieu qui est riche, il y a de l'or, bien évidemment.
Mais c'est vraiment en fait avec Diego Ramirez en fait que finalement la ville va considérablement en fait se développer. C'est lui qui va reprendre notamment le chantier de la grande cathédrale et achever notamment le fameux transept avec ses deux portails, la Porta Francigena d'un côté, donc le portail des Français. Qu'est-ce qu'elle représente, cette grande cathédrale, au regard du patrimoine spirituel chrétien de l'époque? C'est un haut lieu. Je veux dire que c'est un symbole en fait qui est extrêmement important déjà pour le XIIe siècle. Et en même temps, en fait, pour la plèbe, en fait, pour les habitants de Compostelle, c'est aussi le symbole peut-être d'un pouvoir parfois quelque peu despotique. C'est bien en fait qu'à 2 reprises, par exemple, on a cherché à l'incendier, en fait, tous les cas en 1117, où Diego Ramirez, en fait, est obligé de se déguiser pour échapper justement à la plèbe, et cette fois-ci en 1136, lorsqu'il est obligé finalement de se réfugier sous le maître-autel, voilà, pour échapper aux pierres qui lui étaient lancées en fait par les habitants de Compostelle, donc un symbole fort. Voilà. Des sélections d'œuvres, elles ont été faites par vous, par d'autres? Elles ont été par des experts de manière assez ciblée, et assez sur quels critères? Tout à fait. En fait, le thème central de l'exposition, c'est le voyage. Voilà, donc on est vraiment tous raccords en fait sur ce plan. Ce qui est intéressant finalement, c'est de voir que on envisage cette fois-ci le voyage de Ramirez non pas dans un sens en direction de Compostelle, mais bien d'un départ de Compostelle en direction de Rome. Et donc, il s'agissait en fait d'évoquer bien évidemment les différentes étapes, aussi bien sur les chemins français. Il emprunte notamment la voie la plus méridionale, en fait, qui est la voie toulousaine, la Via Tolosana, puis en tous les cas pour son premier voyage de 1100. En 1105, il est obligé en fait de s'affranchir en fait de ce voyage, de ce chemin du sud, et de passer par plusieurs tronçons, notamment de la Via Lemovinensis, donc de la voie limousine, pour pouvoir gagner notamment Cluny, qui était à ce moment-là un haut lieu. Et on poursuit en fait finalement au travers en fait d'une sélection d'œuvres, donc réalisées par Manuel Castineras, donc qui est professeur d'histoire de l'art de l'université de Barcelone. Cette fois-ci, donc par l'évocation, par exemple, du chemin italien, cette fois-ci. Donc la Via Francigena, donc la voie des Français, cette fois-ci, qui est donc le chemin qui part depuis la France, cette fois-ci, jusque Rome. Quelles étaient les caractéristiques de ces voyages à l'époque? À quoi ça ressemblait de marcher sur la Via Francigena au Moyen-Âge? Je pense que déjà, d'après les récits, comment dire, il y avait tout de même une certaine insécurité. Je veux dire que les choses étaient assez importantes en fait à ce niveau-là. Donc voilà. Bandits de grand chemin, on pouvait se faire facilement. Oui, vous avez des descriptions également, notamment pour les Pyrénées en fait, de tempêtes de neige absolument terribles également. Donc le risque d'être dévoré par les loups. Enfin, donc c'est une véritable aventure. Est-ce que c'était une aventure individuelle comme ça l'est beaucoup aujourd'hui, ou est-ce que c'était malgré tout une aventure collective du peuple de Dieu qui partait? Je pense que c'était comme aujourd'hui probablement les deux. Voilà, on a à la fois des témoignages dans les archives de personnages très importants, l'évêque du Puy par exemple, qui effectue en fait le pèlerinage tout à fait au milieu du Xe siècle. Voilà, comme également un ermite arménien, grec. On a vraiment en fait toute une variété, des peuples en fait provenant de différents horizons. En fait, c'est vraiment, je pense, une ville en fait cosmopolite. Voilà, avant tout, et un cheminement individuel. Et une marque, encore une fois, qui est liée profondément à la redécouverte des reliques de Saint-Jacques au IXe siècle.